Aix-en-Provence, 20 août 1925. Dans la villa de l'Ermitage, les esprits s'échauffent. C'est une drôle de réunion qui se tient dans ce salon luxueux de la bonne bourgeoisie aixoise. Celle d'une association de malfaiteurs, un gang à col blanc en pleine crise. Ils sont 4. Le cerveau, Georges Sarret, grand avocat, propriétaire de la villa. Ses 2 maîtresses, les sœurs allemandes, Catherine et Philomène Schmitt, et l'abbé défroqué, Chambon du Verger. Ensemble, ils ont monté une grosse arnaque à l'assurance vie. Seulement l'abbé devient de plus en plus gourmand. Il veut de l'argent, plus d'argent, sinon il balance tout. Sarret prend un fusil de chasse, puis tue l'abbé. C'est l'acte de naissance du trio infernal. Georges Sarret, la tête pensante, Philomène et Catherine, ses assistantes. Un trio machiavélique d'arnaqueurs et d'assassins va se livrer aux pires horreurs. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux 4 coins de la planète. Ils nous racontent leur histoire. Le 20 août 1925, Georges Sarret assassine donc l'abbé défroqué Chambon du Verger. Il voulait le faire chanter à propos d'une incroyable escroquerie. Mais l'ex-abbé avait une maîtresse, Noémie Balandreau. Elle va sans aucun doute s'inquiéter de sa disparition, déclencher des recherches. Il faut la faire taire, elle aussi. L'engrenage criminel s'emballe. Georges file la chercher à Marseille, sous prétexte de lui faire une surprise. Retour à la villa, second coup de fusil, seconde victime. Georges Sarret est débarrassé du maître chanteur et de sa femme. Pour Georges, le problème est réglé. Tout est parfait, net et sans bavure. Il traite ses crimes comme ses dossiers, avec efficacité. Maintenant, il doit effacer les traces de son double assassinat. C'est là que l'horreur commence vraiment. L'affaire Georges Sarret, ou affaire du trio infernal, n'est pas une affaire banale, car rien ne prédisposait Georges Sarret, le cerveau de la bande, à une vie de violence et de cruauté. À l'adolescence, il quitte l'Italie et s'installe en France avec sa famille. Après de brillantes études de droit, il devient un avocat d'affaires réputé du barreau de Marseille, un homme auréolé de succès à qui tout sourit. Marié, père de famille, Georges Sarret a l'apparence du bourgeois bien sous tout rapport. Ami, voisin, client, il est unanimement apprécié. Il vit avec femme et enfants dans un appartement cossu, non loin de son cabinet. Un homme comblé, une illusion. La face cachée de Sarret, c'est une existence dissolue. Les fêtes, les jeux, les maîtresses et l'alcool. On est loin des clichés du respectable père de famille. Au début des années 20, Sarret séduit 2 sœurs allemandes, Philomène et Catherine Schmitt. Il devient leur amant régulier, un trouble ménage à 3. C'est à ce moment-là que la vie criminelle de Georges Sarret s'enclenche. Il installe ses 2 maîtresses dans la villa l'Ermitage, qu'il loue près d'Aix-en-Provence, et navigue entre ces 2 foyers. Mais les difficultés commencent. 2 maisons, 3 femmes, un train de vie de plus en plus coûteux. Georges a besoin d'argent. Avec la complicité des 2 sœurs, il décide de monter une grosse escroquerie à l'assurance vie. Le plan est simple, mais ingénieux. Il faut que Catherine et Philomène épousent des hommes âgés, à la santé fragile, pour hériter ensuite crapuleusement de leur mari grabataire. Le trio a besoin d'un 4e complice. Il s'agit de l'abbé défroqué Chambon du Verger.
Le scénario est à chaque fois le même. Chambon du Verger, habilement grimé, passe une visite médicale en prenant l'identité de l'époux impotent. Il souscrit ensuite une assurance vie au nom de celui-ci. Une fois les papiers signés, il suffit de précipiter le décès du mari avec du gaz ou du poison. Ni vu ni connu, le trio n'a aucun état d'âme. Le stratagème fonctionne à merveille. Bilan de l'opération, 100 000 francs. Mais la convoitise de Chambon du Verger est insatiable. Il exige la totalité de la somme contre son silence. Paniqué, Georges Sarret cède et lâche le butin. Cela ne suffit pas. L'ex-abbé continue son chantage. Il faut le faire taire. Voilà pourquoi, le 20 août 1925, Sarret le tue d'un coup de fusil de chasse, ainsi que sa compagne dans la villa de l'Ermitage. Il vise le double crime parfait. Pour cela, il échafaude un plan particulièrement sordide, afin qu'on ne retrouve jamais les corps. Sarret retourne à Marseille. Il y achète 4 bonbonnes d'acide sulfurique de 25 litres chacune. Froid, déterminé, il a encore une fois trouvé la solution miracle. Vitrioler les 2 cadavres. Du moins le croit-il. Pendant 2 jours, il laisse les corps dans la salle à manger. Il pense qu'un début de décomposition permettra de faciliter l'action du corrosif. Puis il se livre avec calme et minutie à l'effroyable opération. Pour être plus à l'aise, il déplace la baignoire dans la salle à manger. Il y place les 2 cadavres tout habillés. Sarret a simplement retiré à Chambon du Verger sa montre en or qu'il s'est soigneusement gardée. On ne se refait pas. Il verse le liquide avec la plus grande précaution. La manipulation est très technique. Une simple goutte échappée peut causer une terrible brûlure. Une bonbonne à demi versée sur les cadavres superposés commence l'atroce travail. Il n'y a plus qu'à attendre. Quelques heures plus tard, il verse le reste de la première bonbonne, puis la deuxième. Catherine et Philomène Schmitt l'assistent dans cette monstrueuse entreprise avec un sang-froid stupéfiant. Sarret scrute la déliquescence des corps. Il est fasciné. Les 2 corps arrosés commencent lentement à se dissoudre. Mais le travail est long et la vision immonde. Le niveau du liquide monte. Les 2 cadavres se tassent, diminuent de volume. Au fur et à mesure que la baignoire se remplit, les corps des 2 victimes, Chambon du Verger et Noémie Balandreau, se mélangent, s'agglomèrent, comme s'ils ne faisaient qu'une seule masse informe et puante, une fange gélatineuse et noirâtre. Bientôt, on ne distinguera plus de corps. Sarret suit avec délectation les progrès de cette lente décomposition. Elle durera 3 jours. Chaque soir, avant de se coucher au premier étage, à quelques mètres seulement de ces 2 cadavres marinant dans l'acide, il ajoute méticuleusement un peu plus de liquide. Chaque matin, à l'aube, les narines bouchées d'un tampon, il se livre au même petit rituel sordide. Il se penche sur la baignoire, au-dessus de cette masse indécise, et remue cette bouillie noirâtre avec un bâton. Une odeur épouvantable en surgit. Mais la mixture demeure trop spongieuse. Il faut la diluer davantage. Les 2 femmes mettent la main à la pâte et puisent le résidu brun avec des seaux. Les 2 victimes se sont littéralement volatilisées. Pendant 6 ans, le crime reste impuni. La police n'arrive pas à expliquer la disparition du couple. Aucun indice, aucun témoignage, rien. Ont-ils pris la fuite volontairement? Sont-ils morts? Est-ce un crime, un accident? L'enquête reste au point mort
et le mystère total. Un nouveau dossier, bientôt classé sans suite. Heureusement, l'engrenage criminel bien huilé du trio va dérailler. En 1931, la petite bande monte une nouvelle escroquerie. L'idée est de faire croire au décès de Catherine, mais de lui substituer le corps d'une pauvre femme tuberculeuse récemment décédée. Le scénario est mis à exécution. Catherine doit donc quitter la ville. Elle se réfugie à Nice. Et c'est là qu'elle commet une erreur fatale. Elle tombe follement amoureuse d'un jeune homme. Sans réfléchir, elle le suit à Marseille. À ce moment-là, tout bascule. Quelqu'un la reconnaît dans la rue. Elle est donc bien vivante. On la dénonce aux autorités. Les deux sœurs sont arrêtées. Pour sauver leur peau, elles lâchent très vite le nom de leur amant, Georges Sarret. Sous les verrous, le tueur en robe d'avocat ne désespère pas. Il va mettre à profit son expérience de défenseur pour se sortir de ce mauvais pas. Il est retors, imaginatif, vicieux et connaît les points faibles d'une enquête. Pendant 2 ans, il parvient à repousser le procès. Il traque toutes les erreurs de procédure possibles, cherche des vices de forme, mais il n'y a rien, rien de tangible qui puisse mettre en défaut l'accusation, compromettre l'instruction. L'homme devra affronter un jury d'assises, rendre compte de ses crimes atroces. Le procès s'ouvre le 31 octobre 1933 au tribunal de grande instance des Bouches-du-Rhône. Les jurés sont sous le choc. L'affreuse méthode de dissimulation des corps est d'une cruauté sans nom. Ils se montreront sans pitié, d'autant que l'accusé, Sarret, ne suscite aucune empathie. C'est un anti-manipulateur, un mari infidèle, vénal, sans valeur ni principe. Il n'a aucune circonstance atténuante. Le verdict tombe, implacable. Catherine et Philomène sont condamnées à 10 ans de réclusion. Pour Georges Sarret, c'est la peine de mort. Il sera le dernier guillotiné d'Aix-en-Provence. Le 10 avril 1934, la tête pensante du trio infernal tombe. C'est la fin de 9 années d'une équipée barbare cachée dans les sphères de la haute bourgeoisie provençale.